On pourrait se dire, bon, si la personne est en colère, j'ai qu'à parler plus fort, j'ai qu'à crier moi aussi, comme ça, elle va redescendre. J'ai qu'à crier plus fort qu'elle, ça va la calmer. Bon, en général, c'est plutôt l'escalade de l'agressivité, c'est pas du tout une bonne idée. La deuxième option qu'on peut imaginer, c'est de se dire, je vais rester au contraire très calme. Je vais rester calme, posée, et je vais lui dire, non, mais t'énerve pas, non, mais il n'y a pas de raison de se mettre dans un état pareil, et ça va peut-être du coup la faire redescendre. Bon, pas du tout. Pas du tout, au contraire, ça va l'énerver et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent, la gestion des émotions, le développement de votre mindset, donc de l'état d'esprit, tout ce qui va vous aider à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie, à développer votre confiance en vous, etc. Tous ces sujets-là. Abonnez-vous bien à la chaîne et mettez un petit like si vous aimez cette vidéo. Alors, on a vu que ces deux options, en fait, elles sont pas bonnes. Clairement, ça va pas nous aider. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne est en colère, c'est qu'elle a le sentiment qu'une de ses valeurs, qui est importante pour elle, a été bafouée, n'a pas été respectée. Exemple, si une personne a pour valeur très importante le temps, pour elle, le temps, c'est extrêmement important, c'est parce que elle ne pourra pas récupérer le temps et elle n'a pas beaucoup de temps peut-être dans sa vie. Donc, si quelqu'un lui fait perdre son temps pour rien, ça peut vraiment la mettre en colère. Et c'est pour ça que dans la même situation, certaines personnes vont prendre ce qui se passe avec patience et empathie, dire bon oui, c'est pas votre faute, voilà. Et d'autres vont se mettre en colère parce que elles ont l'impression qu'elles perdent leur temps et qu'elles subissent ça et ça touche leur valeur très importante. Autre exemple, si pour une personne la loyauté est une valeur très importante, et que quelqu'un a un comportement, fait quelque chose qui va à l'encontre de la loyauté, cette personne va être très en colère, elle va se sentir trahie, etc. Parce que pour elle, la loyauté, c'est extrêmement puissant, important dans la vie. Donc, quand on a une personne qui est en colère en face de nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été, pour elle, trahie, blessée dans une de ses valeurs. Et donc, ce qu'elle cherche à faire à travers sa colère, c'est s'exprimer, exprimer cette colère, ce mécontentement, en tout cas ce refus d'avoir sa valeur bafouée. Et donc, elle exprime, elle évacue sa colère. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont crier, vont être agressives, vont casser des choses parce qu'elles ont besoin de faire sortir cette colère. À l'inverse, on a des personnes qui vont être en colère, mais qui ne vont pas laisser s'exprimer cette colère, elles vont la garder. Et là, c'est pas bon non plus parce que ça va ronger de l'intérieur, ok? Donc, c'est pas bon non plus. Donc, une personne qui est agressive, qui est en colère en face de nous, la première chose à faire, c'est de se préserver. Se préserver en se disant, ok, c'est sa colère à elle, ok, je ne vais pas tout me prendre, en fait, je ne vais pas tout absorber. C'est cette personne qui est en colère pour telle ou telle raison et elle est simplement en train d'évacuer cette colère, elle exprime sa colère et ça ne m'est pas forcément destiné, même si j'ai droit à des reproches, à des insultes ou quoi. Non, je ne prends pas tout, d'accord? On n'est pas ouvert comme dans un moulin, on ne prend pas tout ce qui vient. Et pour ça, on va s'aider en visualisant une bulle protectrice, ok? On va créer une image mentale. On va imaginer en fait que nous, on est dans une bulle et que tout ce que la personne envoie, ça rebondit sur la bulle et ça ne nous atteint pas. Pourquoi c'est extrêmement puissant cette technique? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, s'il y avait une vraie bulle qui nous protégeait, ou ce qui est imaginé, les images mentales, à partir du moment évidemment qu'on fait l'effort de vraiment imaginer, de le voir dans notre esprit, d'accord? Si on dit oui, il y a une bulle, et qu'en fait on n'y pense même pas ou pas vraiment, évidemment que ça ne marche pas. Pour le cerveau, il faut qu'il y ait une empreinte émotionnelle, il faut vraiment qu'on ressente cette bulle, que ce ne soit pas seulement une image, mais que vraiment on se dise, voilà, je suis protégée, il y a une bulle, ça ne m'atteint pas, il faut qu'on le ressente en nous pour que le cerveau y croit, parce qu'on veut bien berner notre cerveau, mais il faut quand même faire les choses correctement. Donc, première chose, vous préservez. La colère est une expression, c'est quelque chose qui sort, la personne évacue sa colère et ce n'est pas à vous de tout absorber, sûrement pas. Parce que sinon, n'importe qui est en colère, vous absorbez tout, mais c'est une catastrophe. Donc, j'imagine cette bulle qui me protège et je me préserve. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce qui est important, c'est de se dire, ok, cette personne a une de ses valeurs, plusieurs valeurs qui ont été touchées. D'où cette réaction de colère, ok? Et ce qui va vraiment aider la personne à redescendre, c'est quand on va lui montrer qu'on considère sa colère et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Si je lui dis « non mais ça va, il n'y a pas de quoi se mettre en colère », la personne a l'impression que je ne la considère pas, qu'en fait je banalise
ce qu'elle m'exprime ou le mal-être qu'elle extériorise. Et donc finalement, c'est comme si si je lui montrais que je voulais pas, que j'entendais pas, ou que je lui disais que ça n'existait pas, sa colère. Je ne considère pas sa colère. Je dis, ah ça va, tu vas pas te mettre dans des états comme ça. Non mais il faut pas se mettre en colère, voyons. Ça veut dire que je lui dis que ça n'existe pas en fait. Donc c'est encore plus énervant pour elle. Et si je crie en lui disant de se taire, tais-toi, arrête, bah finalement, encore une fois, je l'empêche d'exprimer ça. Donc, la meilleure façon pour que la personne redescende, c'est de considérer son problème, sa colère. Puisque finalement, on va valider avec elle le fait qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on lui donne raison, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, on communique. Et au lieu d'essayer de l'écraser, de la faire taire ou balayer de ça du revers de la main, on est dans l'écoute et de la communication. Et on est dans la considération. Et quand on réfléchit, finalement, les êtres humains, pour eux, c'est super important d'être considérés. Parce que quand une personne arrive et qu'elle vous ignore, qu'elle ne vous regarde pas, pourquoi ça énerve? Parce qu'on ne se sent pas considéré. On ne me considère pas. C'est comme si on me disait que j'existais pas. C'est hyper énervant, voire blessant. Quand une personne nous sous-estime ou qu'elle ne voit pas tout le potentiel qu'elle a ou qu'elle sous-estime nos compétences ou etc., on se sent mal considéré, on se sent pas considéré à notre juste valeur, donc c'est hyper blessant aussi. Donc la personne qui est en colère, elle a besoin d'être considérée, que sa colère soit considérée. Et là, on va aller beaucoup plus loin, c'est un truc de fou. Quand on comprend ça, c'est juste dingue. On va faire redescendre la personne à travers cette considération et cet échange. À travers cette intention de comprendre ce qui se passe, on va la faire revenir avec nous dans un vrai dialogue constructif. Pourquoi ? Quand la personne est en colère, elle part dans tous les sens. Elle perd le contrôle. Et c'est bien pour ça qu'on dit ah ben, j'ai repris mes esprits, voilà, et sinon, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, vraiment, je ne me reconnais pas. Pourquoi ? Parce que quand on a une forte émotion, si on prend l'exemple de la peur, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait ? Si on sursaute ou si on recule, on n'a pas eu accès à notre cerveau analytique, donc le cortex préfrontal, le lobe frontal qui est devant. On n'a pas eu le temps de se dire j'ai peur parce qu'il y a un serpent, potentiellement il peut me mordre et donc me mettre du venin, peut-être je peux peut-être mourir dans les 2 minutes. Donc considérant tous ces éléments, je vais reculer ou partir en courant. Non, il y a une forte émotion de peur, je sursaute, je recule, je pars en courant et après je réfléchis, je me dis waouh, je suis partie en courant parce que mon cerveau a senti cette émotion tellement forte qu'il a dit ok, je prends les commandes. S'il y a une émotion aussi forte, c'est qu'on n'a pas le temps de faire des calculs métaphysiques et qu'il va falloir réagir pour la survie. Donc s'il y a une forte émotion de peur, je perds le commandement en fait. Je me mets en pilote automatique parce que je suis en mode survie. Eh bien, la colère, c'est pareil. S'il y a une très forte émotion de colère, ça veut dire que c'est pas possible. C'est tellement fort qu'on se met en pilotage automatique et c'est donc le cerveau limbique, siège des émotions, qui prend le commandement et qui va nous faire réagir et qui va nous faire crier, qui va nous faire être agressif, casser des choses. Et on perd totalement le commandement de notre comportement. On ne sait plus ce qu'on fait parce qu'on on a été kidnappé par notre cerveau limbique, on n'a plus du tout accès au cerveau analytique. Donc l'idée c'est quoi ? Dans cette vidéo, ce que je veux vraiment vous transmettre, c'est de se dire qu'à partir du moment où je considère la personne et que je lui montre que je veux comprendre, et bien plutôt que la laisser dans son truc de pilotage automatique où elle fait n'importe quoi, elle crie, même elle se ridiculise, etc., où elle fait peur, etc., eh bien en lui disant mais attends, je vois que tu es en colère, je comprends, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on cautionne, mais qu'on est dans le dialogue. Mais qu'est-ce qui te met en colère comme ça ? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, tu vois bien. Non, franchement, je cherche à comprendre. Explique-moi. Quand tu cries, je comprends pas ce qui se passe. Explique-moi. Et donc, on oblige la personne à réfléchir. Et donc, finalement, on l'oblige à récupérer son cerveau analytique et à reprendre possession de son cerveau habituel. Donc, c'est là où c'est hyper fort. C'est de se dire... C'est pas juste une personne qui crie et moi je suis la victime et je peux rien faire. C'est pas soit je crie plus fort, soit je m'écrase. On peut être beaucoup plus intelligent que ça, on peut faire preuve d'intelligence émotionnelle parce qu'on sait comment ça fonctionne. On sait que la personne, quand elle est dans cet état, elle n'est plus maître d'elle-même du tout. Elle maîtrise plus rien.
Par contre, si on la regarde vraiment, on lui dit, mais je sais que tu es capable de redescendre, je sais que tu es capable de m'expliquer ce qui se passe. Tu vois, c'est vraiment de se dire, je suis avec toi, mais reviens, quoi. Reviens, quitte cet état de transe, de colère, qui n'est pas toi, parce que tu es en mode survie finalement, et juste reviens, on parle. Je suis là, je suis avec toi, je te considère, j'entends, je vois que tu extériorises cette colère, ce qui va à l'encontre de tes valeurs. Donc je te considère, je considère ta douleur, je t'écoute. Et après, on verra si on est d'accord ou pas. Après, on pourra expliquer à la personne que, bah non, en fait, c'est pas possible. Que non, on peut pas se mettre dans des états comme ça. Ou alors, ce qui fait qu'elle a été en colère, peut-être qu'elle pourrait quand même tempérer sa réaction, etc., etc. Après, on parle. Après, on négocie. On fait des concessions et on est encore dans de la communication interpersonnelle. Mais quand la personne est en colère, on la fait revenir avec nous. Et quand vous avez compris ça, ça devient ultra puissant. Et évidemment, on peut se l'appliquer à soi-même, puisque quand on sent que ça monte, on sait maintenant qu'on risque fortement de perdre le contrôle. Donc, on peut soit quitter la pièce, soit aller respirer, soit écouter de la musique, soit tout faire en même temps, mais mettre en place des stratégies pour ne pas se faire hacker par le cerveau limbique en mode survie et où on perd le contrôle, mais bien rester maître de soi-même, ok? Gérer nos émotions. Encore une fois, ce n'est pas les dominer, ni prendre l'ascendant, c'est comprendre ce qui se passe, mais surtout ne pas se faire embarquer par le mode survie qui fait qu'on perd totalement le contrôle. Donc voilà, j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider à comprendre vraiment le fonctionnement pour pouvoir agir de la meilleure façon possible. Évidemment, préservez-vous, faites attention. Et puis tout ce qui est profil très toxique comme pervers narcissique, évidemment c'est une catégorie à part, mais vraiment faites attention à vous et quand on comprend les émotions, on comprend plein de choses et c'est passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, je vous embrasse très très fort et surtout, n'oubliez pas que vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux. Ciao!